Bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventurières dans les coulisses. Dans cet épisode, on va dans les coulisses d'Anne-Solange Tardy. Anne-Solange est une artiste, une créative et une entrepreneur qui a créé plusieurs projets d'entreprise. Tu vas voir, on va en parler dans l'interview et on avait très envie de la rencontrer justement pour ce côté artistique et serial entrepreneur, l'air de rien. Tout simplement aussi parce que c'est quelqu'un de très chouette qui a beaucoup de choses à partager. Donc, on t'invite dans les coulisses d'Anne Solange, qui n'a pas été avare de partage. Tu vas voir, si tu es une artiste, une créative, ou si toi aussi tu fonctionnes un peu en mode obsessionnel lorsque un sujet ou un art t'intéresse, tu as envie d'aller à fond, de parler que de ça et d'en faire toute ta vie professionnelle, tu vas voir que c'est hyper intéressant de voir comment c'est possible, en tout cas comment Anne Solange a fait. Merci beaucoup Anne-Solange de nous retrouver aujourd'hui pour cette interview de Les Aventurières dans les coulisses. Donc, on est dans les coulisses d'Anne-Solange aujourd'hui. J'ai demandé un peu comment la présenter parce que depuis que je connais Anne-Solange, elle a eu 4 autres métiers, je pense, à peu près. Et la façon la plus... Anne-Solange, c'est quelqu'un, je trouve, dès qu'on est en contact avec elle, qui rouvre l'âme artistique ou le goût de la créativité, de la création chez les personnes de sa communauté. Et donc, c'est aujourd'hui une peintre botanique qui donne aussi des cours d'aquarelle botanique sur Anne-Solange Tardy et sur son autre compte Vivre et Créer. Et c'est quelqu'un qui incarne pour moi la joie créative dans le monde, je pense. Oh, merci Laure, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup Laure et Cécile de m'avoir invitée. Et merci à vous qui regardez cette interview. Je vais tâcher de répondre le mieux possible à vos questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire de toi en plus de cette présentation Non, je pense que tu as bien résumé, les choses. C'est parfait. Cool. Notre première question, c'est simplement un peu quel a été le... Alors toi, tu as eu plusieurs vies en plus entrepreneuriales et artistiques. Quel était le déclic et qu'est-ce que tu as envie de partager de toi, de l'élan de monter ta boîte, ton activité d'artiste je ne sais pas si tu as envie de parler spécialement de la botanique, de l'aquarelle botanique ou du premier élan. Les deux m'intéressent en tout cas. Disons que si on parle le premier élan artistique que j'ai eu de ma vie, ça a été de créer mon blog il y a 15 ans et ça a abouti à la publication de mon premier roman il y a 15 ans. Mais c'est tellement aux antipodes de ce que j'ai vécu en lançant la création de la plateforme d'apprentissage d'aquarelle botanique et même le fait de décider que c'était d'une manière ou d'une autre à travers l'aquarelle botanique que j'allais désormais, tu vois, porter mes efforts, mon attention, mon temps, mon énergie et aussi les liens que j'allais créer avec les personnes qui allaient m'acheter des choses. Du coup, c'est tellement deux mondes complètement opposés que c'est vraiment ces deux histoires différentes. Dans un premier cas, je pense que j'avais en tête que j'aimais écrire et ça a été une suite de hasards heureux. Je suis tombée au bon moment, au moment où on s'est intéressé au blog. J'ai eu la chance d'avoir une éditrice qui est tombée sur mon blog par hasard au moment où le type d'écriture que j'avais, c'était l'écriture qui était en vogue. Enfin, il y a eu une suite de choses et je me suis, il y a 15 ans, vraiment complètement laissée porter par les événements. Et ça a donné des choses positives et moins positives. Les choses positives, c'était que je rêvais d'écrire et j'ai écrit un premier roman et qu'il a super bien marché et que c'était super. Les choses moins positives, c'est qu'en me laissant porter, j'ai vraiment pas du tout maîtrisé où est-ce que j'allais. C'était vraiment un courant génial et chaud et délicieux dans lequel je me suis laissée porter, mais j'ai vraiment pas prêté attention à c'était quoi la destination. Et assez vite, je me suis rendu compte que la destination, clairement, c'est pas du tout ce que j'aurais choisi si j'avais eu le choix de la destination. Si j'avais dû la choisir sur une carte, c'est quoi la destination que tu vas emprunter dans ta trajectoire d'autrice? Moi, la destination que j'aurais empruntée, c'était peut-être plus une trajectoire d'autrice sérieuse et, et littéraire. Et la trajectoire que j'ai empruntée, c'est une trajectoire d'autrice de comédie romantique qui me ressemblait pas, en fait, du tout, du tout. Et dont je n'ai jamais vraiment réussi à me dépatouiller. Parce qu'ensuite, tous mes projets, à tes souhaits,
tous mes projets, ils se sont enchaînés en lien avec cette première étape. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Ça n'a pas empêché que c'était une magnifique expérience, évidemment. Mais du coup, quand j'ai découvert l'aquarelle botanique, je dois dire que ça a plus été réfléchi. Ça veut dire que j'ai pris vraiment beaucoup plus de temps pour me dire qui tu as envie d'être dans ce truc-là et comment est-ce que tu vas maîtriser les choses. Typiquement, l'exemple que je peux te donner vraiment, qui a été marquant pour moi, c'est que l'année dernière, un peu par amusement et par jeu, je me suis mise à dessiner des phases de la Lune à l'aquarelle, ce qui est super méditatif, super rigolo à faire, qui donne un résultat hyper joli, qui met un peu tout le monde d'accord, quoi. Tout le monde trouve ça joli, voilà. Et c'est vrai que c'est joli et c'est sympa, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec une aspiration profonde de faire ça pour le restant de ma vie. Et typiquement, l'aquarelle botanique, c'est moins fun, ce sera jamais branché. Je veux dire, c'est que des vieilles dames anglaises mal habillées, mal coiffées, avec des racines au milieu de la tête qui font ça. Donc, ce sera jamais sexy de faire de l'aquarelle botanique. Mais en fait, pour une raison pas tout à fait explicable, moi, c'est ça que je veux faire et c'est vraiment là où je veux aller. Donc aujourd'hui, je pense que je suis plus consciente de quand tu veux diriger ta barque, il faut renoncer à, tu vois, là, typiquement l'année dernière, c'est le truc des lunes, là, ça a tellement cartonné, c'était vraiment fou comme ça marchait bien. Mais je suis plus consciente de comment diriger les choses et où est-ce que j'ai envie d'aller et comment y aller, je ne sais pas toujours, mais en tout cas, voilà, je suis plus un peu maîtresse, enfin pas maîtresse, mais en conscience qu'il faut manœuvrer si on veut aller à un endroit X ou Y, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'était un bon résumé, mais voilà. Si, et hyper important en plus oui, de voir ça. En fait, tu as pu apprendre aussi de ta première expérience d'entrepreneur, quoi. C'est ça qui est génial, c'est quand on a je vais avoir 43 ans là dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est qu'on pense tout le temps Enfin, il y a beaucoup la notion, vers la quarantaine, c'est assez classique, la notion de recréer une nouvelle activité, comment est-ce qu'on dit, de se réorienter, de tout ça. Et je pense qu'il y a un truc qu'on découvre dans cette tranche d'âge-là, c'est qu'en fait, on ne peut jamais partir de rien, parce qu'on a quand même 15 ans, 20 ans, 10 ans d'exercice professionnel et que ça, en fait, même si on change de domaine, il y a quand même des compétences, on ne part pas de zéro, quoi. On ne recommence pas à partir de rien. Moi, quand j'ai lancé ma plateforme d'aquarelle botanique, finalement, oui, j'étais débutante dans l'aquarelle, j'étais débutante en dessin, mais je n'étais pas débutante dans tout le reste. Et quand même, ça a un impact vraiment important, quoi. C'est qu'il y a pas mal d'erreurs, du coup, que je n'ai pas faites grâce à toutes les expériences passées. Et Dieu sait que j'en ai fait des erreurs, oh mon Dieu, et que je continue à en faire d'ailleurs, mais bon, au moins je ne fais pas celles que j'ai déjà faites. Et du coup, ouais, justement, j'ai envie de te demander, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as faites du coup dans ta vie d'entrepreneuriat? La plus grosse erreur de toutes, c'est vraiment celle que je vous ai dite plus tôt, c'est le fait de m'être laissé porter et de ne pas avoir su estimer la puissance du courant, en fait. Le fait que ce n'était pas si simple quand on partait dans une direction qui était vraiment éloignée de celle qu'on aurait aimé atteindre. Ce n'était pas si simple de se rediriger. Moi, par exemple, j'ai jamais, alors que pourtant je pense avoir des qualités littéraires réelles, j'ai jamais réussi à obtenir la confiance d'éditeurs pour d'autres choses que des livres que moi-même, j'aurais jamais eu envie de lire. Donc, après, bon, c'est pas vrai, c'est pas jamais. Mais en tout cas, il y a toujours ce biais, il y a toujours eu ce biais de parce que j'ai commencé en écrivant des choses de comédie romantique légère, j'ai après accepté des livres qui étaient un peu dans ce truc. Et en fait, très vite, ça a été trop vite. Enfin, ça a été trop de livres de référence qui me classaient dans un rayon plutôt qu'un autre. Et j'ai jamais réussi à en sortir. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui autrement auraient réussi. Hein. Je pense que c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus gravé dans le marbre, mais en tout cas, moi, j'ai jamais réussi et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc, ça, c'est, je pense, vraiment ma plus grosse erreur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait tellement des erreurs. J'ai fait des erreurs au tout début, quand j'étais freelance. Je pense que vraiment, j'étais pas du tout attentive à ma gestion financière. C'était pas du tout quelque chose auquel je prêtais attention et du coup, ça, en tout cas, pas suffisamment. Et surtout, il n'y avait pas de rigueur du tout et donc, j'étais perpétuellement anxieuse parce que j'avais jamais une vision globale de ce que je gagnais.
j'avais jamais eu une vision globale de ce que je devais comme charge sociale, de ce que je devais à l'État. Et, et ça a mis quand même pas mal de temps à se placer vraiment, où je réalise que en fait, la gestion, c'était important et que non seulement c'était bien d'y passer du temps, mais qu'en plus, c'était très allégeant et libérateur pour tout le reste. En fait, c'est que dès que c'était fait, en fait, j'avais plus de raison de gamberger pendant des mois et des semaines sur c'était quoi l'état de ma comptabilité, en fait. Maintenant, je sais quel est l'état de ma comptabilité. Et franchement, même quand il n'est pas génial, et ça arrive des fois, même quand il n'est pas génial, c'est vraiment beaucoup moins angoissant que d'avoir une vision floue et de vraiment pas savoir du tout où on en est, en fait. Et ça, pour moi, c'était une erreur que j'ai longtemps faite et je suis contente de m'en être débarrassée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme grosse erreur? J'ai fait l'erreur, je pense, que peut-être beaucoup de gens, peut-être plus les personnalités comme moi, qui se placent du côté des artistes, qui est de faire trop de compromis. Je pense que très souvent, et je le fais peut-être encore maintenant, mais moins, je pense que j'ai fait énormément de compromis. Ça m'est arrivé très, 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 très souvent, de peur de ne pas gagner assez bien ma vie, d'accepter des projets qui ne me correspondaient pas, ou de laisser les personnes avec lesquelles je menais le projet s'approprier le projet et du coup que ça ne devienne plus du tout le mien, que ma couleur à moi disparaisse dans le projet global et que du coup je sois mal à l'aise pour le défendre parce que un projet qui ne nous ressemble pas, c'est toujours difficile à défendre, même quand il est par ailleurs de bonne qualité. Et moi, je pense que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trop laissé les gens avec lesquels j'ai travaillé dans toutes sortes de collaborations, hein, vraiment, prendre la place et que moi, du coup, j'ai fait beaucoup de compromis et je pense que ça, c'était vraiment une erreur. Autant je pense qu'être rigide et ne rien vouloir lâcher jamais, c'est pas forcément un bon calcul tout le temps. Mais je pense que faire trop de compromis, ça fait qu'après, les gens ne savent plus qui vous êtes, en fait. Ils ne savent plus qui vous êtes, ils ne savent plus ce sur quoi ils peuvent compter sur vous pour qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, en fait, ce sur quoi ils vont pouvoir, ce qu'ils viennent prendre, en fait, de vos compétences. Quand on fait trop de compromis, au bout d'un moment, soi-même, même, on ne sait plus, en fait. C'est quoi les compétences fortes qui sont les nôtres, c'est quoi notre couleur, c'est quoi là où on rayonne, là où on est bon. Et voilà. Je pense que ça, c'est mes grosses erreurs. C'est pas mal en rapport avec ton intégrité au final. Des fois, quand... je peux me reconnaître aussi dans ce mode de fonctionnement où l'enthousiasme peut aussi être nourri de l'extérieur. C'est-à-dire si des gens sont très enthousiastes sur un projet et puis toi, tu rejoins et puis il y a un fonctionnement un peu spontanément de groupe qui se met en place et puis ça glisse et tu ne te rends pas compte en fait que un jour le truc te ressemble plus ou te parle plus et ça devient plus délicat parce qu'il y a déjà des engagements qui sont pris de dire en fait ça me va plus du tout ce truc. Exactement. Et ça n'a pas à voir avec la qualité du projet en tant que tel, ça a à voir avec comment on se sent dans ce projet ou dans ce groupe ou voilà. Ouais, ça c'est un truc que je trouve et que je trouve pas facile hein, d'ailleurs parce que dès l'instant qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans quelque chose, de toute façon il y a plusieurs personnes et donc il y a autant d'inconnus quoi, de comment ça va prendre la mayonnaise et comment ça va se faire et voilà. Puis tu peux être avec d'autres gens qui font aussi des compromis et personne ne se le dit. Et puis tu as une espèce de petite amas de non-dits qui s'accumule et qui devient une espèce de bombe atomique au milieu du projet. Complètement. Et qui fait, en tout cas pour moi, et je pense que de manière générale, le drame de ça, c'est que du coup, ça fait retomber le plaisir en fait et l'enthousiasme. Et alors moi, j'ai vraiment compris que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'énergie, quoi. Si moi, j'ai plus de plaisir à faire le truc, je suis plus capable d'y mettre quoi que ce soit, quoi. Et donc, voilà. Carrément. Est-ce que, moi, il y a un truc qui me fascine dans ton parcours et je pense par rapport au public aussi des aventurières qui est très intéressant, c'est que tu as eu pas mal de projets différents. Du coup, tu as eu l'entreprise avec du coup ton ami autour du mariage, tu écrivais tes livres. Il y avait aussi l'activité sur ton blog à l'époque, Cachemire et Soie, qui est en pause côté blog, mais il y a toujours une formation très chouette. Il est en longue pause. Cachemire et Soie, il est en longue pause, ouais. Mais il y a toujours une formation qui est trop chouette d'ailleurs de photos qui est disponible.
Et puis maintenant, bah, tu as un moment où tu as fait un virage sur l'aquarelle botanique et puis tu y es à la fond. Comment est-ce que... j'imagine ma question, c'est comment tu fais en sorte d'à la fois respecter ces élans et vraiment d'aller sincèrement, et en même temps que ça ne soit pas des petits élans qui retombent à chaque fois. Il y a quand même vraiment des beaux projets qui sont nés à chaque fois, et en même temps, tu as eu le courage de pivoter et puis de changer quand c'était le moment pour toi, quoi. Hmm. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus qui ne soit pas parce que moi, si je suis tout à fait honnête, je pense qu'à chaque fois, j'ai fait les choses. Je ne sais pas comment dire, tu vois, je peux essayer de trouver une explication rétrospective, un peu comme si, tu vois, rétrospectivement, tu peux un peu raconter l'histoire que tu veux, mais en vrai, j'ai l'impression plus d'avoir à chaque fois, déjà, plusieurs choses. Si on prend chaque expérience que tu as citée, chaque fois, ça s'est fait et c'est advenu dans un contexte très différent. Le contexte de autrice, tu vois, voilà, je suis devenue autrice. Alors ça, pour le coup, écrire des livres, c'était vraiment un rêve de gamine. Mais je suis devenue autrice parce que j'ai été dans les premières à créer un blog en France et que les journalistes s'y sont intéressés, qu'il y a eu plein de battages autour de ça, que j'ai eu la chance qu'une éditrice aime ma plume et tombe dessus et que, après, j'ai écrit le livre quand même. Enfin, c'est sûr qu'il s'est passé, je me suis investie, mais je veux dire, j'ai saisi un moment où c'est assez exceptionnel dans une vie, tu sais, où tu es la bonne personne au bon moment et puis là, c'est des tas d'éléments extérieurs à toi-même et puis juste tu saisis le truc ou pas. Mais en vrai, il y a des facteurs extérieurs qui sont, t'es chanceux parce que tu es la personne au bon moment, quoi. Donc, quand je suis devenue autrice, il y a eu ça. Puis bon, après, j'ai fait le job et se sont enchaînées d'autres propositions et plein de trucs. Et c'est comme ça que ça a créé une carrière professionnelle. Ensuite, quand il y a eu un beau jour, ce qui s'était passé, c'était que mon associé à l'époque venait de se marier. On a passé un super moment c'était une amie, on avait passé un super moment l'année précédant son mariage à échanger autour des idées de décoration, qu'elle avait découvert les blogs américains qui, eux, proposaient des idées de déco qui sortaient complètement de tout ce qu'on connaissait en France, qui venait d'organiser, donc avait organisé son mariage sur ce mode-là, avec vraiment comme plein de trucs complètement alternatifs. Et nous, toutes les deux, on avait un blog qui marchait, on maîtrisait ça, on s'est dit, on va faire un blog sur le mariage, ça va être canon. Même au début, on était 3, et puis finalement, la troisième personne s'est désolidarisée assez vite. Donc là, ça a plus été une réflexion autour de on a envie de gagner. Moi, j'avais envie de diversifier mes sources de revenus. Hello, mon associée, elle était salariée, elle avait envie de passer à son compte. Et du coup, c'était un peu la somme de on a une bonne idée, on est potes, on s'entend bien, et quand même nos manières de travailler font qu'on a confiance l'une dans l'autre au niveau professionnel. On a envie, on est OK à l'idée de faire un projet ensemble, on a envie de diversifier nos sources de revenus. On connaît les blogs, on maîtrise ça à fond. On a une autoroute pour faire un blog canon sur le mariage, go, go, go. Et puis là, en vrai, moi, personnellement, je ne me suis pas posé vraiment la question de est-ce que ça m'intéresse comme projet. C'était plus le plaisir de faire un truc avec une amie et la question financière. Voilà, ce n'était pas très émotionnel, le projet en tant que tel, c'était gagner des sous et faire des trucs avec une pote. Et puis ensuite, quand est arrivée ma formation photo, alors là, ça a encore été une autre aventure. Ça a été le moment où, donc nous, notre entreprise était lancée, avait très très bien marché, mais c'était déjà le début de la chute des recettes publicitaires sur les blogs. Donc nos revenus commençaient à être un peu tendus et moi, j'avais cette communauté sur mon blog à laquelle j'étais attachée. Et en même temps, je me disais, je n'ai pas envie de gagner d'argent avec la pub. Je n'ai vraiment pas envie de devenir un homme sandwich. Ce n'est pas du tout des sources de revenus qui me plaisent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de gagner sa vie que ça? Et j'avais contacté une coach en marketing, juste avec cette question ouverte de j'ai cette communauté, voilà mes sources de revenus aujourd'hui. J'aimerais les diversifier. Est-ce que ce serait en auto-édition? J'en sais rien. Enfin, j'avais pas d'idée concrète et elle est venue m'aider à réfléchir à la question et c'est elle qui m'a proposé de faire une formation photo qui m'a dit regarde, moi, les trucs que j'adore, il y a comment tu prends tes photos, j'adorerais apprendre à faire des photos comme toi tu fais. Et puis, de fil en aiguille, on a créé cette formation. Donc ça a été ma première expérience de vendre un truc autre à quelqu'un d'autre un client, tu vois, un client
B2C, comme on dit, plutôt que travailler avec des entreprises ou travailler avec des éditeurs ou travailler, voilà, c'était le premier contact avec une clientèle d'individus. Et ça a été une expérience qui était vraiment difficile parce que vraiment, je pense que j'avais aucune conscience de dans quoi je m'embarquais. Vraiment, moi, je ne me rendais pas du tout compte qu'en mettant sur pied une formation photo, il allait falloir beaucoup plus que savoir enseigner la photo. Et tous les ressorts marketing, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une expérience, mais super difficile pour moi de découvrir ça. Je me suis sentie vraiment comme si on m'avait mis face à un avion et avec un tableau de bord gigantesque et qu'on m'avait dit, vas-y, là, le volant, c'est là, fais ça, et puis that's it. Et voilà les boutons, tu vas trouver en cours de route, quoi. Donc, c'était vraiment paniquant. C'était vraiment la panique et je pense que j'ai vraiment été nulle en marketing. Je suis toujours, mais là, je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment horrible. Et puis, en plus, ça m'angoissait, je le faisais mal, j'étais terrifiée de faire le marchand de tapis. Enfin, c'était vraiment horrible. Mais par contre, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Et puis ensuite de ça, quand j'ai décidé qu'un beau jour était une aventure que j'avais envie de terminer. Un beau jour, c'était la boîte du blog de Ouais, mariage. exactement. C'est le blog de mariage, que c'était une aventure voilà, que j'avais envie de terminer, de laisser ça à mon associé. Parce que ça a été une aventure entrepreneuriale aussi. C'est-à-dire qu'un beau jour, il y a eu que c'est devenu une entreprise. Moi, j'avais envie de faire un projet avec une pote et c'est devenu une entreprise. Et avec des salariés et tout le bazar. Et moi, en fait, ce qui me fait triper dans la vie, c'est de faire des photos et d'écrire des trucs et pas du tout d'avoir une entreprise. Mais vraiment pas du tout, je déteste ça. Donc, c'est devenu, au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus du tout dans les tâches qui étaient les miennes au quotidien, qui étaient des tâches de gestion et pas du tout des tâches créatives. Et donc, voilà, est venu pour moi, au bout d'un moment, le temps d'accepter que c'était plus un projet qui était adapté à mes attentes et à mes envies. Et puis ensuite, s'est profilée la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'étais dans la situation à ce moment-là donc il n'y a plus un beau jour. Moi, clairement, j'ai bien compris que je n'arrivais pas à redresser la barre dans l'édition et à trouver des projets qui me satisfassent. J'arrive à gagner ma vie dans l'édition, j'arrive à trouver des projets qui me rapportent de l'argent, mais moi, je ne me sens pas considérée et écrire sans cesse des livres que personnellement je jetterais au feu, c'est quand même assez difficile. Soyons clairs, c'est quand même dur un peu pour le moral. Et donc, c'est arrivé ce moment de bon, et maintenant et maintenant, je fais quoi? Et puis finalement, sans que je m'en rende compte, parallèlement à ça, je m'étais remise à dessiner un petit peu. Je me souviens, Laure, on s'était parlé à ce moment-là, d'ailleurs, c'est là où tu m'avais parlé du livre de Betty Edwards, qui pour moi a été un détonateur, mais tellement gigantesque dans ma vie. Je me reverrai toujours, je pense que je peux te dire le jour précis, ça devait être le 6 janvier 2018, où j'ai fait un des exercices du livre de Betty Edwards, et celui, tu sais, où on dessine à l'envers. Ouais. Où on dessine à l'envers. Et vraiment, je me revois faire comme, OK, c'est moi qui fais ça. Je peux dessiner, je peux vraiment y arriver. Et en fait, c'est vraiment comme si un truc, tu sais, dont j'avais rêvé toute ma vie et dont je ne m'étais juste pas trop sentie capable, était entré en collision avec la réalité qu'en fait, j'avais pu faire ça sans aucun effort. Et du coup, en fait, ça a déverrouillé en fait, je veux faire ça. Et puis voilà, je veux faire ça. Et c'est entré. Et puis, il y a eu, bien sûr, d'abord je veux faire ça dans le sens, je veux juste continuer à explorer cette voie sans qu'il y ait de dimension professionnelle, évidemment. Et en fait, petit à petit, j'ai affiné les choses. Il s'est passé plein de trucs. J'ai surtout dessiné, peint, découvert l'aquarelle, machin. Et assez vite, s'est profilé l'idée que quand même, ça me plaisait beaucoup. Et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parallèlement à tout ça, avec mon mari, on était très occupés à suivre un parcours de PMA qui a été très, très long. Je pense qu'on a fait 8 ans de PMA. Très long, très pénible, qui s'est soldé par des moments horribles. J'ai dû interrompre une grossesse à 4 mois. Enfin, ça a été vraiment difficile. Donc, tout ça s'est passé en même temps. Et du coup, en novembre, je me souviens qu'en décembre, c'est ça, décembre 2018, du coup, au bout d'un an, tu vois, en janvier, j'ai dû découvrir le livre de Betty Edwards. J'ai passé énormément, énormément de temps à peindre cette année-là. Et au terme de cette année, juste à Noël, en me baladant sur le blog d'une artiste botanique que j'aime beaucoup,
je découvre tout à fait par hasard que la nana a fait un cursus avec un diplôme auprès de la grosse société des artistes botaniques internationale qui se trouve en Angleterre, et le berceau des artistes botaniques. Et, C'est pas en Écosse? C'était pas la version écossaise? oui, pardon, je t'ai dit en Angleterre, je voulais dire au Royaume-Uni, pardon. Oui, c'est en Écosse. Scandale Non. pour les Alors, attends, Écossais! la société des artistes botaniques, non, elle est à Londres. Le siège est à Londres. Mais du coup, je vois ce truc, donc je vois que cette nana a fait un diplôme. Et je regarde, déjà, je découvre qu'il y a un diplôme et je pense que instantanément, j'ai switché mes directs. Je me revois faire, OK, je veux faire ça. Je ne sais pas combien ça va me coûter, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas comment on va s'organiser. Peut-être que c'est irréaliste, mais en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ce diplôme. Et après, j'ai vite compris que je n'avais pas du tout le niveau pour faire ce diplôme. Donc, j'ai cherché comment faire pour avoir le niveau pour pouvoir prétendre à faire ce diplôme. Et c'est là que je suis tombée sur la formation du Jardin botanique d'Édimbourg, auprès duquel j'ai eu de la chance parce qu'on était genre en décembre, il y avait un truc qui commençait, je crois, en février. Donc vraiment, en l'espace de 24 heures, je suis tombée sur l'existence du diplôme. Je n'ai même pas parlé à mon mari, rien. J'ai fait OK, ça, machin, je veux m'inscrire à ça et après, on fera ça. Et c'est ce que j'ai fait. Puisque là, pour l'instant, je suis en train de suivre. Donc, j'ai passé la première formation, la première certification du RBGE l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant. Et dans la foulée, j'ai postulé pour pouvoir intégrer le diplôme de la Société des artistes botaniques, qui est un diplôme qui se prépare en 2 ans et demi. Et je ne pensais pas du tout être prise parce que j'ai plus fait parce que j'avais envie de voir comment ça allait marcher, c'était quoi un peu, comment ça se passait. Et je m'attendais plus en fait à recevoir une lettre qui allait m'aider à voir qu'est-ce que je devais faire pour m'améliorer en fait. J'avais plus en tête d'avoir des indications sur les pistes qu'il fallait emprunter pour devenir suffisamment bonne pour être prise. Et en fait, j'ai été prise. Et donc, je l'ai commencé en janvier. Et là, je suis à... Ah, j'adore les petits emojis. Et j'ai commencé en janvier. Et puis en janvier, j'ai aussi lancé ma première formation d'aquarelle botanique pour les débutants, bien sûr. Et voilà, donc j'en suis là en ce moment. J'ai les cours que je donne, les cours que je prends. Et puis j'ai déménagé et plus tout ça. Donc c'est une grosse année cette année. Mon Dieu, mais c'est tellement excitant. Ah, c'est vrai. J'adore comme tu dis, je suis pas, comme tu dis, genre, j'aime pas entreprendre et tout, et tu viens de nous raconter que tu as fait 4 ou 5 entreprises les unes après les autres. Tu as quand même de très bons réflexes d'entrepreneur pour quelqu'un qui n'aime pas entreprendre. Alors, en fait, je pense que pour être tout à fait honnête, ma crainte tout le temps, c'est de passer plus de temps à la gestion du projet qu'au projet lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Typiquement, pour l'instant, j'ai bien conscience qu'à un certain degré, je vais avoir besoin de travailler avec d'autres personnes pour m'aider parce que si je veux progresser, mais je vois bien que pour l'instant, l'idée de devoir gérer des ressources humaines, puisque c'est ça que ça veut dire en fait, je m'en sens vraiment pas du tout capable, quoi. Je me dis, ça va me prendre beaucoup trop de temps à expliquer les trucs que je veux, et puis je suis tellement indécise, et puis machin. Donc, c'est ça que quand je dis je me sens pas comme une entrepreneuse, c'est vraiment plus dans la dimension qu'une entreprise, c'est une équipe. Et moi, pour l'instant, je sais travailler que toute seule. Je n'ai jamais réussi à bien travailler avec d'autres personnes. Okay. Ah, pardon. C'est plus dans cette dimension-là, parce que sinon, être sur le feu à faire des projets, ça, j'aime bien. Ça colle bien avec... tu as fait notre test, le test des aventurières. Tu es C'est notre génial, fondatrice. d'ailleurs. Merci. Tu es notre première fondatrice qu'on interviewe. On a eu beaucoup de chercheuses, enfin beaucoup. En même temps, c'est quoi notre 4e, 5e interview. Donc, oui, c'est ça. On n'est pas, je suis pas. mais d'habitude, on a pas mal des exploratrices, donc flexibles, extraverties, ou des chercheuses structurées, introverties, c'est moi. Et là, du coup, c'est, moi, je sens, je ne sais pas si Laure, ça te fait ça aussi, qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui est hyper aligné avec ton profil de fondatrice, en fait, de quelque chose d'aller, de partir de l'intérieur, des projets qui, toi, te parlent vraiment fort, en fait, qui viennent vraiment de toi. Et par contre, il y a un côté hyper flexible, quoi, de passer de l'un à l'autre. Et même quand tu disais les erreurs que tu as fait, je trouve que c'est des erreurs
des erreurs de flexible, en fait. Tu vois, Ah, mais le coup de la compta, mais ça m'a tellement parlé. Et moi, c'est ça. le jour où on a eu quelqu'un, Apolline, qui a rejoint l'équipe pour gérer la partie financière, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir délégué le stress financier à quelqu'un d'autre, tu vois, parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais tout le temps des tableaux qui étaient faits à ma place, tu vois, c'est pas à moi de les faire parce que je les faisais jamais. J'avais des tableaux qui étaient faits et je sais que j'ai une personne qui va tirer la sonnette d'alarme s'il faut que je m'inquiète. Et c'est comme si à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais inquiétée, même quand la situation était compliquée. Parce que tant qu'elle, elle a confiance, sachant qu'elle connaît bien les chiffres et qu'elle est beaucoup plus, enfin, tu vois, elle a un regard beaucoup plus froid et extérieur que moi, j'ai vraiment eu l'impression de déléguer plus que la gestion, le stress financier à Ouais, quelqu'un mais d'autre. c'est ça, quoi. Et t'imagines, non, mais je comprends complètement ça, quoi, cette notion de... Et puis, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est en fait la délégation du... Bah, toi, en tout cas, te décharger du stress, parce que je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, c'est vraiment... Enfin, quand je suis stressée et pas bien, c'est même pas la peine que je prenne des décisions, que je réfléchisse. Enfin, prends que des décisions nulles, quoi. Enfin, les décisions guidées par le stress et l'anxiété, clairement, j'ai pu expérimenter 100% du temps. C'est pas génial, quoi. C'est pas là où ça brille, hein. C'est Et pas du là où coup, tu penses long terme et trucs non, vraiment non. durables et beaux. T'es là, genre, ah, donne-moi de l'argent, tu vois. Ou tu te dis, je vais aller déposer un CV à la boulangerie de mon village, c'est pas grave, je pense qu'ils ont besoin. C'est tellement ça. C'est tellement exactement ça. C'est trop drôle. C'est trop marrant. C'est bien, ça fait toujours du bien d'en parler, de se parler des trucs drôles, tragiques, tragico-rigolos qu'on traverse quand on est à son compte. Mais moi, je sais pas si c'est le cas en plus, mais le pire, c'est que je me sens inemployable dans des jobs, on va dire, classiques. C'est-à-dire que si je me dis à un moment, il faudrait que je trouve rapidement une autre source de revenus, soit j'ai que envie de faire ce que je fais déjà, ou alors je veux bien être boulangère ou dans des jobs qui vont pas demander je sais pas, d'investir le projet de quelqu'un d'autre, tu vois, où je peux juste faire un travail, savoir que j'ai bien fait mon travail et finir ma journée paisiblement. Mais je sais que je serais plus susceptible d'aller faire ça que d'aller déposer des CV dans des boîtes, entre guillemets, classiques, tu vois, ou qui correspondraient, on va dire, à un niveau d'expérience. Parce que c'est comme si je me sens vraiment inemployable. Je me sentais inemployable quand j'étais salariée, mais alors depuis 6 ans d'entrepreneuriat, là, je me sens carrément... Complètement. Ah oui, moi aussi, je ne me sens pas du tout capable de rejoindre une entreprise classique. Mais en même temps, tu as par exemple le truc de ce que tu dis, de poser un CV à la boulangerie et faire ton taf, et puis après, tu rentres chez toi, il n'y a pas d'engagement. En fait, je crois que je me connais assez maintenant pour me dire, moi, que en fait, c'est juste pas possible, quoi. Je pense que même si moi, je vais à la supérette du coin, je vais me sentir obligée d'investir le bordel, quoi. Enfin, je veux dire, Ça, mais au bout d'une semaine, tu auras commencé le blog de la et puis ben voilà, supérette. exactement, je vais me dire, exactement, je vais dire, ouais, on va créer un nouveau compte Instagram, ça va être trop bien, et bla, et bla. Et puis ben, en fait, on n'en sort jamais, quoi. Donc, je pense que c'est mieux que je persévère dans mes projets parce que C'est mieux pour tout le monde qu'on persévère dans nos projets parce que franchement, n'importe où on va aller, on va foutre le why. ah, mais c'est ça, quoi, mais vraiment. Ah, c'est trop ça. Mais j'étais en train de dire la même chose. J'étais en train de dire, au bout d'une semaine de boulangerie, tu aurais déjà genre refait la carte, organisé des rencontres avec les gens et machin, et des ateliers de pain et je sais pas quelle connerie. Exactement, et avec tout le stress que ça génère, quoi. Le compte Instagram, il marche pas, et on n'y comprend rien, et pourquoi, et bla, et bla. Enfin, donc bon, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a à la fois un espèce de... Bah, c'est sûr, je pense que moi aussi, hein, j'ai vraiment ce réflexe. Il y a toujours des moments, c'est toujours le moment où je commence à toucher le fond du stress, où je me dis, non, en fait, là, on va arrêter toutes ces merdes, on va trouver un boulot calme et peindre le soir, on fera ça comme tout le monde, le dimanche, et ce sera très bien. Et en fait, si je suis rationnelle, je pense que c'est juste la part de moi qui refuse le stress parce que c'est difficile à endosser à partir d'un certain point quand ça ne marche pas comme on veut puis qu'on ne trouve pas de solution. Mais par contre, je pense que maintenant, je sais vraiment que je pourrais pas avoir une vie où je ne suis pas engagée dans ce que je fais. Je me souviens d'une fois, il y avait une personne qui, ben justement, c'était au moment où j'étais en train de faire la transition entre où je venais de créer Vivre et Créer. Il y avait donc, du coup, j'ai passé ma formation photo dessus et j'avais déjà le projet d'y adjoindre en plus la formation d'aquarelle botanique.
La personne qui m'avait... j'ai répondu à une interview à ce moment-là pour un podcast qui s'appelle Fait main, et qui est un super podcast d'ailleurs, qui interviewe des gens qui sont dans l'univers du DIY. Et du coup, elle me dit ça, elle me dit, ah, et donc la peinture botanique, j'ai vu que tu avais commencé ça, et donc c'est un hobby. Et je me souviens avoir rigolé, avoir dit, ah non, 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 moi je ne suis pas une personne à avoir des hobbies. Moi, je ne sais pas faire des hobbies, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est que je ne sais pas faire un truc où... et pourtant, je trouve ça cool. C'est vraiment pas un jugement de ma part, parce que je trouve ça trop cool de faire des choses sans y mettre toute son âme, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un peu tendance à genre... je découvre n'importe quoi, le macramé, et tout à coup, je veux euh, faire tout tourner ma vie autour de ça et créer un truc incroyable. Et c'est fatigant quand même. Mais ça m'avait fait prendre conscience quand elle m'avait dit ça, qu'elle m'a dit, ah, donc c'est un hobby. Et j'étais là comme, ah non, non, c'est pas un hobby. C'est pas un hobby, je n'endors plus, ça m'occupe l'esprit nuit et jour, tout le temps. Non, c'est pas un hobby, je sais pas faire des hobbies. Putain, mais je me revois tellement il y a un an, enfin il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, découvrant la guitare et étant complètement obsédée, obnubilée par la théorie musicale, la guitare, le machin, le truc, et me dire, je ne comprends pas comment font les gens qui ont des hobbies. Mais j'ai vraiment dit exactement cette phrase, je ne comprends pas comment font les gens qui ont des hobbies, genre, moi c'est rien ou c'est ma vie, tu vois, mais il n'y a pas de truc au milieu, genre j'aime bien le mardi soir, ça me détend, tu vois. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Ben, c'est ça. Et je pense que tu vois, dans l'aquarelle botanique, c'est vraiment ça que j'ai trouvé. C'est-à-dire que, par exemple, pendant longtemps, ben, j'ai joué beaucoup du piano. Et, euh, et vraiment, j'ai pu identifier que j'avais beau m'investir comme une folle dans le piano. euh, Au fond de moi, j'ai toujours su que jamais j'aurais des compétences suffisantes pour que ça devienne quelque chose. Je parle même pas forcément que ça devienne une source de revenus, mais que ça devienne quelque chose, que ça devienne... je crée mon groupe avec des gens et on va jouer, on va faire des tournées dans les bars l'été. Enfin, je ne parle pas d'un truc forcément qui soit une source de revenus ou qui soit, mais je pense que la notion que ça devienne quelque chose, le projet de concret, de tangible et comme peut-être une association, tu vois, ou quoi que ce soit. Et je sentais bien que dans le piano, j'avais beau m'investir, ben, je voyais bien que j'allais jamais avoir les compétences pour ça. Et je pense que là, quand le dessin et l'aquarelle sont re-rentrés dans ma vie, et que j'ai senti que là, au contraire, si je m'impliquais vraiment, ça allait pouvoir devenir quelque chose. Alors, devenir quoi? On verra bien au fil des années qui arrivent. C'est pas ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, tout ce que je peux faire, c'est faire de mieux possible, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais par contre, il y a vraiment eu ce truc. Et de fait, le piano, qui est pourtant une activité, j'adore jouer du piano, j'adore ça. Mais en fait, de fait, j'ai vraiment beaucoup délaissé depuis parce qu'il n'y a pas cette perspective que ça devienne quelque chose de concret à un moment donné, et que c'est juste au mieux une occupation pour me divertir, quoi. Et je crois que moi, je ne sais pas me divertir juste pour me divertir. S'il n'y a pas un projet global lié à ça, je ne sais pas faire. Voilà. Je trouve ça cool de voir les gens le faire, mais moi, je ne sais pas faire. Hyper intéressant. Petite bande d'obsessionnels, là. Et toi, Cécile, tu partages ça aussi ou Oui, carrément. Ouais. Oui, ouais, j'ai envie de toujours rajouter des choses. Quand il y a c'est pas forcément créatif au sens artistique ou quoi, mais quand un sujet m'intéresse, j'y vais à fond et j'ai envie de l'intégrer dans ma boîte ou d'en faire ou d'ouvrir une 3e, une 4e boîte ou carrément. Donc je comprends ce petit. C'est lié à c'est un type de personnalité en fait, c'est tout, je pense. Oui, c'est ça. Je pense aussi complètement. On se refait complètement. pas. À côté de ça, moi, par exemple, je vois mon mari. Mon mari, lui, il est consultant en informatique. Donc, depuis le confinement, il est en télétravail et du coup, je le vois travailler. C'est la première fois que je le voyais dans l'exercice de son travail et comment ça se passait pour lui. Et vraiment, j'ai pu constater, je pense que ça fait quand même 23 ans qu'on est mariés, donc ça fait longtemps qu'on partage des choses ensemble. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui ne comprenait pas la satisfaction qu'il pouvait avoir vraiment. Je n'arrivais pas à y croire qu'on puisse être super épanoui dans son job quand le travail qu'on fait, c'était son travail, quoi. Et en fait, en le voyant travailler et être, en fait, j'ai vraiment compris que lui, il avait beaucoup de plaisir à être investi, parce qu'il est vraiment investi dans son travail. Il bosse vraiment sérieusement, il aime ce qu'il fait,
Mais par contre, il n'y a pas une notion de corps et âme, quoi. Genre, on y pense le matin, le soir, dès qu'il y a des gens autour d'une table, on essaye de voir s'il n'y a pas moyen d'entamer la conversation sur les sujets qui sont les nôtres. Enfin, je vois bien que vraiment, lui, il est parfaitement épanoui dans son job. Il le fait très bien, il est très bon. Mais par contre, ça ne prend pas tout l'espace de sa vie, quoi. Il y a plein d'autres places pour plein d'autres trucs. Et ce qui n'est pas vraiment mon cas. Moi, par exemple, au bout d'un moment, j'ai envie qu'on parle d'aquarelle, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si dans la conversation, on ne parle vraiment pas des trucs qui m'intéressent, j'ai juste envie de dire, bon, excusez-moi, j'ai du travail, quoi. Je Voilà. comprends tellement. Ça me parle tellement. Et je suis dans la même situation. Je vois mon mari qui bosse donc dans l'informatique à la maison. Et pareil, tout pareil. Ah, C'est c'est vraiment marrant, hein, comme quoi, comme tu dis, c'est rigolo parce vraiment que des types de personnalités, quoi. il kiffe son taf, mais il kiffe d'autres choses à côté. Et quand l'ordinateur est fermé, l'ordinateur est fermé. Et par contre, il n'a pas envie au boulot ou de faire un travail de ce qu'il fait à côté. C'est autre chose et c'est comme ça, quoi. Complètement. C'est voilà. C'est d'autres gens. C'est des gens Ouais, qui c'est viennent ça, d'une c'est autre d'autres gens. planète. C'est d'autres gens qui viennent d'une autre planète. Et par contre, je trouve ça cool qu'il y ait cet équilibre entre nous parce que quand même, ça crée, je pense que ça crée de l'équilibre, justement de la douceur, quoi. Parce que si on était tous les deux comme ça, là, ce serait les montagnes russes en permanence dans notre vie, quoi. Donc, bon, je trouve que c'est plutôt... je pense que c'est une chance pour moi en tant que personne à mon compte d'avoir quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus stable et aussi financièrement, ça c'est sûr, mais je pensais plus à la partie émotionnelle, en fait, où lui, il traverse pas quand même des moments de haut et de bas, de grands questionnements, de remise en question pas incroyables. Lui, c'est quand même assez... voilà, quoi, il se passe des trucs, mais on n'est pas dans les montagnes russes. Et je pense que c'est une chance pour moi, parce que si on était tous les deux dans les montagnes russes, je pense que ce serait vraiment épuisant notre vie, quoi. Et c'est pas le cas. Donc... Ouais, c'est clair. On va passer maintenant à ma partie préférée. On va aller démonter ton business. Ah bah, tu vas voir. En fait, aujourd'hui, dis-nous rapidement, hein, on ne va pas aller tout. Mais comment ton entreprise actuellement fait son chiffre d'affaires? En fait, tu vends quoi à qui? Donc, si j'ai bien compris, des formations. Et oui, quel est ton système? Alors, tu dis que tu n'étais pas très bonne en marketing, mais quel est ton système pour vendre en fait? Comment tu trouves tes clients? Comment tu te rends visible? Elles viennent à toi, etc. En fait, c'est un peu pour comprendre. D'accord. Alors, le modèle, alors pour la première fois avec cette formation, j'ai pas inventé, j'ai pas fait les trucs à ma sauce sans me préoccuper de ce qui existait déjà, ce que j'avais toujours fait jusqu'à présent. Là, j'ai vraiment calqué mon modèle à moi sur des choses qui existent déjà à l'étranger, qui n'existent pas en France. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un abonnement tu as plusieurs trucs. Tu peux acheter une petite formation qui est quand même assez complète pour que tu puisses faire les choses de manière autonome. Et à côté de ça, tu as un abonnement à ce que j'appelle le club d'aquarelle, où tu as accès à une formation je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de tutos de A à Z expliqués. Et tous les mois, j'en rajoute un nouveau. Et donc, tu t'abonnes et tu as accès à tous les tutos déjà présents, plus un qui se rajoute. Et l'idée, c'est d'avoir une bibliothèque de projets dans lesquels tu peux piocher pour... Alors, c'est des projets où le but, c'est que tu refasses ce que je propose. Par exemple, tu as une cerise, une feuille, enfin, telle cerise, telle feuille. Mais à chaque projet, j'essaye de faire en sorte qu'on aborde une difficulté ou une technique ou une manière de faire particulière. Et quand même, mon objectif, c'est de répondre à la fois à des personnes qui, comme par exemple les personnes qui adorent les travaux de fil, comme le point de croix, etc., qui aiment bien partir d'un modèle et refaire le modèle. Donc voilà, d'une part, j'essaie de répondre à cette problématique-là de personnes qui ont envie de faire de l'aquarelle pour se détendre et du coup d'être suivi un petit peu, de suivre un guide pour obtenir un résultat qui est quand même super satisfaisant. Et d'autre part, en choisissant des projets justement avec des problématiques différentes et des difficultés différentes, de permettre à d'autres personnes qui auraient envie d'être plus autonomes, de pouvoir acquérir leur autonomie et pouvoir ensuite dessiner leur propre projet et puis s'affranchir de la formation. Moi, personnellement, je pense que le but ultime, moi, ce qui me fait le plus triper, c'est une personne qui, au bout d'un moment, fait ses propres trucs et n'a plus besoin de moi, quoi, et fait sa vie et fait ses projets et puis avance dans l'aquarelle botanique. Et donc, c'est ces deux typologies-là de personnes. Et alors,
pour l'instant, et je pense que ça va changer au niveau des clients, d'où ils viennent et comment je les attire à moi. Je pense que ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent, c'est qu'en fait, les personnes sur mon compte Instagram personnel qui s'appelle annesolange.tardy ont suivi mon évolution et ont suivi mes progrès et ont suivi tout ça. Et je pense que j'ai capté l'intérêt de personnes qui n'avaient pas forcément d'appétence pour le dessin au départ, mais juste en me voyant progresser, qui se sont dit mais c'est trop sympa, c'est trop cool d'avoir progressé. Je pense que ça a donné à certaines personnes juste la preuve en me voyant progresser moi que on pouvait progresser en partant de franchement pas grand-chose, quoi, parce que vraiment au départ, je ne savais rien faire. Donc, il y a vraiment eu cette progression qui était complètement visible. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit ce que j'espérais, c'est-à-dire, oui, en fait, si vous avez envie, vous pouvez, et puis je vais vous montrer comment faire, puis vous allez voir que c'est garanti, vous allez y arriver, en fait. Donc, il y a eu tout ce groupe de personnes. Et aujourd'hui, je pense que j'entre dans une phase où il faut que j'aille conquérir d'autres personnes. Et pour l'instant, je ne sais pas trop comment faire. Donc, j'en suis là. J'en suis qu'il y a eu toute cette vague-là qui a été super, sur laquelle je pense il y a encore des choses qu'on peut faire ensemble. Par exemple, en février, je vais refaire une nouvelle formation sur le dessin cette fois, parce que je pense que ça manque par rapport à ce que j'ai déjà proposé. Donc, je vais refaire une formation sur le dessin. J'avais pour projet dans l'année de faire des cours sur Zoom, mais en fait, avec mon mari, on a déménagé en Bretagne et on a déménagé dans une maison qu'on a louée au moment du confinement sur photo. Et en fait, on n'avait pas tenu compte des questions de qualité, de connexion, de tout ça. Donc, donner des cours sur Zoom, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, j'en ai pas donné pendant un petit moment, mais là, je pense que par la porte ou par la fenêtre, je vais en redonner. Donc, il y a aussi des cours sur Zoom de dessin et d'aquarelle. Et j'aimerais bien développer dans les mois qui viennent ou les années qui viennent des retraites en présentiel, parce que ça, c'est vraiment sympa. Et parallèlement à ça, mon projet, c'est quand même de trouver ma voie en tant qu'artiste botanique. Et donc, il y a ce travail personnel qui occupe aussi une partie de mon temps, qui pour l'instant, évidemment, pas du tout rentable parce que je prends mon temps et j'ai besoin de trouver quelque chose. Mais là, je suis en train de réfléchir à créer une série d'illustrations et j'espère pouvoir les exposer quelque part ou en faire quelque chose. Et ça, ce sera, j'espère, dans les années à venir, une autre source de revenus, quoi. Voilà. Qui sera plus sur un modèle d'artiste classique qui vend son travail. Et puis voilà. Ok. Et du coup, on peut acheter chez toi à tout moment ou où tu fais genre des lancements, des trucs hyper... Alors, j'ai tout essayé. Pour l'instant, la formation, on peut la prendre à tout moment. On peut la prendre à tout moment. Je me pose toujours la question de est-ce que c'est la bonne chose ou pas. Moi, mon rêve, ce serait quand même de ne pas être en période hyper intense de lancement, machin. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à pérenniser quelque chose. Donc, je ne sais pas comment faire. En fait, là, c'est vraiment assez au cœur de mes questions en ce moment de comment faire pour réussir à lisser un peu ces revenus sans que ce soit... Puis en plus, il y a vraiment une part de moi, par exemple, tout ce qui est... En fait, je trouve que c'est artificiel, le truc de faire semblant que... Enfin, c'est une formation d'aquarelle botanique. Dans 30 ans, j'aurais rien de plus à... Enfin, peut-être que j'aurais envie de retourner la vidéo parce que je me serais améliorée en tant qu'enseignante et en tant que peintre. Mais la formation qui est déjà sur pied aujourd'hui, elle est complète, elle existe, il n'y a pas besoin de la réinventer tous les 4 matins. Et du coup, le côté artificiel de refaire sans cesse des formations, ça me frustre un peu parce que je trouve que ça n'a pas de sens. C'est comme les réductions et les promos et les machins. Je comprends pourquoi on les fait, mais moi, vraiment, je serais beaucoup plus à l'aise avec un prix fixe et unique et que quand tu as envie de la rejoindre parce que c'est le temps pour toi, tu la rejoins et puis voilà, quoi. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à le faire. Donc, je fais comme tout le monde, je cherche des astuces de temps en temps. Là, dernièrement, je n'ai quand même pas fait grand-chose de commercial pour ça, mais bon, j'ai quand même toute une liste de choses que je sais que je peux activer, comme une promotion, un cours spécial, un truc que tu as en plus si tu t'inscris à telle période. Enfin, voilà, toutes les choses qu'on peut mettre sur place. Alors moi, pour l'instant, je ne me débrouille pas très bien avec ça, mais normalement, je compte aussi sur le fait que comme tu as un nouveau tuto tous les mois, là, je ne communique pas beaucoup dessus, donc il ne se passe pas grand-chose
à travers ce nouveau tuto. Mais normalement, ça devrait aussi être un levier de communication mensuel il y a un nouveau produit et donc je passe du temps à communiquer dessus pour en parler et pour trouver des nouveaux clients à partir de ça. Mais ça, je ne le fais pas très bien. Donc, voilà, pour l'instant, ce n'est pas très efficace. Mais je me dis aussi que pour cette première année, j'ai vraiment envie d'avoir une bibliothèque quand même sympa de projets dans laquelle tu sais que quand tu t'inscris, tu vas pouvoir arriver. Donc, cette année, je me suis plus focalisée sur le contenu et remplir bien de jolis projets et tout ça pour pouvoir ensuite montrer que quand tu rejoins le cours, c'est vraiment complet. Et voilà, donc j'ai pas misé trop sur les efforts commerciaux, mais c'est aussi parce que j'aime pas ça et du coup, je trouve des excuses pour procrastiner sur ces sujets. Ok. Mais après, c'est vrai qu'on peut pas. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps à nos clientes et à notre communauté. C'est tu peux pas. Il faut faire les trois. Enfin, la visibilité, convertir, etc. Mais tu peux pas mettre tous tes efforts sur 3 endroits en même temps. Et à un moment donné, Ouais, tu te lances, tu construis ton offre. Tu as déjà de la visibilité, tu t'appuies dessus, c'est OK ça. en fait. Après, comme tu disais, là, tu arrives à un niveau où tu as besoin d'un peu plus de visibilité. Bon, faut remettre un peu de focus là-dessus et puis voilà. C'est ça. Mais on peut C'est pas. vraiment ça, quoi. C'est essayer de trouver. Bah, c'est toujours instable, évidemment. Le principe même de l'équilibre, c'est que c'est instable, mais de trouver, voilà, d'essayer de pouvoir aussi de temps en temps fermer un peu les écoutilles sur certains aspects et se concentrer sur d'autres. Parce que moi, quand même, aussi, j'observe que c'est plus facile pour moi de me plonger à 100% dans genre la com et d'y réfléchir à fond pendant un mois plutôt que de le faire un petit peu tous les jours. Mm. Mm. Donc, il y a des gens qui arrivent très bien à faire un petit peu tous les jours, mais moi, c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment du mal à faire ça. Donc, bon, du coup, ça fait que je pense, des manières de travailler qui sont un peu irrégulières, quoi. C'est-à-dire qu'on va me voir beaucoup communiquer pendant un moment, puis plus du tout pendant quelques mois, puis un peu, et puis c'est peut-être pas idéal, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Voilà. Oui. Et puis, tu as historiquement ton compte Insta qui… du coup, tu faisais partie aussi des premières sur Instagram, ou en tout cas en France, des comptes assez historiques. En fait, je me suis mise assez tard à Instagram. J'ai créé mon compte. En fait, j'ai créé mon compte. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai créé mon compte quand il y a eu Instagram qui est arrivé. Enfin, je me suis toujours installée tout de suite, ne serait-ce que parce que j'aimais bien avoir le pseudo Anso. Et du coup, je voulais être la première. Donc, j'ai fait ça surtout. Enfin, bref, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, je m'inscris tout de suite. Puis, je vois après si ça m'intéresse. Mais je crois que j'ai dû m'inscrire en 2011 sur Instagram ou 2012, je ne sais plus. Mais par contre, je m'y suis intéressée vraiment plus tard, quoi. J'ai dû publier 2 photos et c'est peut-être juste en 2014-2015 que j'ai commencé à m'y intéresser un peu. Et puis voilà. Ouais, donc oui, mais je m'appuie quand même, c'est sûr, il y a une communauté qui est vraiment cool sur laquelle, qui est présente, quoi. Ok. Bah ouais, c'est du coup. Puis là, tu es sur du visuel en plus, donc Instagram, c'est le bon endroit. Alors ouais, c'est le bon endroit, mais je dois dire que le fait que vraiment il favorise maintenant le format vidéo par rapport au format fixe, ça crée quand même beaucoup de complexité, quoi. C'est vraiment pas le même délire de prendre une photo. Et puis surtout, moi, en fait, j'aimais quand même bien utiliser la partie texte. Le commentaire des photos, c'était une de mes forces. Et je vois bien que c'est de plus en plus difficile si tu fais pas des reels et des machins, des trucs et bidules. Et ça, typiquement, je me prête au jeu parce que pour l'instant, je n'ai pas d'alternative à ça, hein, je fais comme tout le monde. Mais je trouve ça extrêmement artificiel, quoi. Vraiment, le truc de capturer l'attention en posant des questions, en machin, en truc. Enfin, tous ces leviers pour créer de l'engagement, comme ils disent. Je trouve ça extrêmement artificiel. Mon vrai sentiment autour de ça, c'est que ça appauvrit tout le monde, les reels, les machins, les trucs, parce que, en fait, moi, en tant qu'artiste, ce que j'ai envie de faire, c'est devenir la meilleure artiste possible, c'est d'être plongée dans mon travail et je passe un temps infini à vérifier si le cadre est bon, si la musique s'aligne bien sur le machin que j'ai filmé, si le machin que j'ai filmé a une bonne lumière, enfin, tout un tas de choses qui sont, selon moi, une perte de temps et d'énergie colossale mais qui sont quand même vraiment payantes au niveau engagement et visibilité. Mais par contre, c'est un temps, enfin le temps qui nous est demandé, le fait de répondre aux commentaires, enfin, ça demande
c'est une gestion que je trouve très difficile parce que, par exemple, typiquement, Instagram demande, le but d'Instagram, c'est d'avoir le plus d'engagement possible. Le problème, c'est que quand on a beaucoup d'engagement, on a beaucoup de messages et qu'il faut répondre aux messages. Et que moi, une journée où j'ai posé une question et que ça intéresse plein de gens d'y répondre, à la fois j'ai envie, à la fois je recherche cet engagement, mais en vrai, je le crains aussi. Parce que répondre à 5 heures de commentaires où je vais répondre 100 fois la même chose et 100 fois les mêmes mots, et que finalement, il n'y a aucune conversation réelle qui s'engage avec personne, parce que mon but, c'est de renvoyer des petits cœurs et de dire des merci et des machins et de m'assurer d'avoir bien répondu à tout le monde, parce que c'est le jeu d'Instagram. Je trouve que c'est, franchement, c'est un peu aliénant quand même. Vraiment. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai aucune solution à proposer. Je n'ai pas d'alternative à Instagram et j'essaye vraiment d'aller trouver des choses marrantes à faire sur Instagram et de trouver comment m'amuser aussi avec ça. Mais fondamentalement, je suis quand même en désaccord avec le fonctionnement de cet outil-là maintenant profondément. Je suis vraiment en désaccord profond avec la manière dont ça fonctionne et je ne pense pas que ça puisse aboutir à quelque chose de mieux pour nous qui sommes présents en tant qu'utilisateurs de la plateforme, que ce soit en tant que professionnels ou en tant que moi-même, personne qui va sur la plateforme pour me divertir, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est mon modèle économique et puis c'est comme ça, quoi. Ok. Ouais, on a les mêmes questionnements en fait. Bah, Répondre, il y a un vrai questionnement de répondre à un algorithme et jusqu'où tu vas et à quel point ça transforme. Et encore plus pour les artistes, je sais pas si c'est encore plus, mais j'avais vu notamment pour la haute couture, où maintenant les couturiers font des vêtements qui doivent être Instagrammables en fait, qui doivent passer sur un format carré sur les photos, etc. Et à quel point ça impacte du coup la création dès le départ, quoi. bah ouais, c'est sûr. Après, je pense aussi qu'il y a de toute façon, quel que soit le système dans lequel on se trouve, quoi qu'il arrive, il y a toujours des contraintes. Par exemple, je me souviens que quand on avait nos blogs, aujourd'hui, on a toutes les nanas qui ont eu un blog comme moi ont un peu la nostalgie de cette époque parce que déjà parce qu'on était une quinzaine de personnes à être tout le temps mises en avant. Donc évidemment, ça te donne la nostalgie de l'époque, hein, naturellement. Mais aussi parce qu'on avait, je pense, un plus grand sentiment de pouvoir personnel sur ce qu'on faisait. On avait vraiment plus le sentiment que ce qu'on faisait était directement lié aux résultats qu'on obtenait. Mais ce n'est pas vrai du tout. On passait aussi beaucoup de temps à se questionner sur Google, comment ça marche, les URL, le SEO, le machin, le truc, le bidule. En vrai, on y passait du temps, ou tu avais celles qui passaient du temps, celles qui n'en avaient pas besoin parce qu'elles avaient tellement de succès que ça marchait. Enfin, en vérité, les enjeux, ils étaient quand même proches de ceux qu'il y a aujourd'hui sur Instagram. La seule différence, c'était que pour moi, quand même, les blogs t'offraient une infinité de formats possibles et que c'était à toi de choisir le format qui convenait le mieux à ton propos, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment obligé de se glisser. Par exemple, même si tu es auteur de livres, tu vas devoir essayer de trouver comment faire des réels, des machins, des trucs qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Et du coup, il y a vraiment c'est sûr que ce que tu disais, c'est vrai, quand tu es dans le domaine visuel, c'est plus facile. Et en même temps, il y a vraiment l'aspect complètement artificiel de divertir par d'autres moyens que ton travail en tant que tel, en fait. Et ça prend beaucoup de temps. Et je trouve que fondamentalement, ça profite à personne. C'est bénéfique, ça profite au sens financier à Facebook et qui est très content parce qu'il a plus d'utilisateurs qui se divertissent, ça c'est très bien. Mais je ne trouve pas que ça soit mieux pour les personnes qui me suivent. Moi, j'ai plutôt l'impression de leur donner du contenu de moins bonne qualité que ce que c'était avant. Je pense que les stories, c'est de moins bonne qualité que ce que c'était avant, où je prenais le temps d'écrire, où j'avais le temps parce que une parution par jour, c'était suffisant. Aujourd'hui, il faut des stories, des machins, des trucs, des bidules. En plus, j'ai 2 comptes. Alors, du coup, machin, tout aille vite. Et du coup, voilà, je trouve que cet aspect de bâcler un peu le travail qui est imposé par le rythme demandé par les réseaux sociaux, c'est vraiment pas confortable. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de solution. Donc, voilà.
Pardon. Je fais une allergie apparemment quand tu parles de ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, en termes de rythme, du coup, là on parlait justement du temps que ça prend. Je sais qu'il n'y a pas forcément de journée ou de mois type, mais à quoi ça ressemble un peu la répartition de ton temps, justement, ton travail d'artiste, ton travail d'enseignante, et puis tout ce travail de communication, de commercialisation qui est à côté? Peut-être d'autres choses aussi. Justement, en fait, c'est tellement imbriqué tout ça que c'est assez difficile de définir des temps parce que tout est typiquement, j'essaye, tu vois, pour te donner une idée, j'ai là mon petit téléphone qui est toujours sur un bras, voilà. Donc, en fait, j'essaye plutôt de par exemple, une des choses que je vais que j'essaye de bien gérer, c'est que quand je dessine, ce soit filmé ou photographié, ou voilà. Alors, je l'utilise pas toujours, mais que j'ai toujours des traces visuelles parce que c'est vraiment ça le plus important pour communiquer. Du coup, tout est un peu mélangé, tu vois. C'est très rare que je peigne quelque chose sans qu'il y ait un instrument électronique qui enregistre ce que je fais. Il y a vraiment ça. Donc, cette partie-là, communication Instagram, elle est quand même très mélangée avec quand je peins, parce que je fais les deux un peu en même temps. J'ai ma petite émission sur Vivre et Créer le matin. Tous les matins en direct, il y a 20 minutes de peinture sur le direct Instagram. Donc ça, c'est un projet qui, pour l'instant, n'est pas abouti du tout. Mon idée de départ, elle était très pragmatique. Elle était de me dire, justement, pour les réseaux sociaux et la communication, j'ai vraiment besoin d'être présente tout le temps. Donc, il faut que j'ai du contenu à proposer tout le temps. Et moi, je ne veux pas y passer ma journée parce que c'est trop chronophage. Et donc, je m'étais dit, je vais faire une petite émission le matin avec 20 minutes de dessin que je vais filmer. Et ensuite, je pourrais faire quasiment tous les jours un réel, une publication à partir de ce que j'aurais filmé. Je pourrais, du coup, ça va m'enregistrer mon contenu quotidien. Mais je n'avais pas pris en compte le fait que le matin, je ne suis donc pas réveillée, que je ne suis pas dans une situation où c'est idéal pour moi de peindre des trucs sérieux. Donc, en général, c'est le matin, c'est à 8 heures le matin, j'ai les cheveux en l'air et je ne suis pas coiffée et j'ai la tête dans le sac. Et donc, je ne fais pas des choses sérieuses, quoi. Je dessine des choses un peu approximatives. Et du coup, toute la matière visuelle que j'espérais obtenir de ces 20 minutes quotidiennes, je ne l'ai pas. Donc, pour l'instant, c'est une petite émission qui me permet d'échanger avec des personnes qui me suivent et c'est quand même cool parce qu'on passe un bon moment ensemble. J'adore ce temps ensemble, c'est déjà bien. J'adore ce moment-là et je pense que c'est partagé par les quelques personnes qui le suivent. Mais par contre, au niveau efficacité, pour l'instant, je n'y suis pas du tout. Mais je ne désespère pas de trouver des moyens. Il y a aussi que là, je suis dans une maison temporaire. Enfin, tout est un peu en suspens et en pause en ce moment, parce que je vis entre deux maisons. Enfin, voilà, c'est les cartons, les machins. Mais dans mon projet, il y a ça. Donc, il y a ces 20 minutes quotidiennes qui sont employées à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, tu vois, la communication, c'est ça aussi. En fait, je fais tout un peu au fil de l'eau, moi. J'ai un peu tendance à... je peins quelque chose, j'essaie d'en extraire une idée, une pensée, je partage. Enfin, tu vois, tout est un peu en même temps, quoi. Si je fais un tuto, je filme le tuto, j'essaye d'en extraire plusieurs parties que je publie dans les stories. J'essaye de réagir en fonction de ce que les personnes me font comme retour. Donc, en fait, tout est un peu vraiment imbriqué, quoi. C'est difficile de dégager des temps. Peut-être que ça me ferait du bien d'arriver à dégager des temps, mais pour l'instant, tout est un peu comme une sorte de roue qui avance tout un peu en même temps, quoi. Voilà. Ok. Par contre, je suis à mon bureau de manière régulière. Ça veut dire, je suis quand même à ma table de travail plus ou moins du matin au soir, quoi. Voilà. Ça, par contre, je papillonne pas trop à droite à gauche. Je reste quand même à faire mes trucs, même si c'est un peu tout mélangé, je suis à faire les choses. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions et on a été bavarde en plus. Du coup, je vais te poser la question de la mort qui tue, qui est normalement la question de l'or, mais pour une fois, on va changer. C'est moi qui vais la poser. Alors, admettons que tu sois à la fin de... Enfin, c'est la fin de ta vie, voilà. C'est la question de la mort, en fait. Okay.
J'adore, on passe de « c'est quoi ton quotidien d'entrepreneur » Voilà. à « admettons qu'il soit la fin de ta vie ». C'est la question de la Voilà, fin. c'est la fin de ta vie, mais tout va bien sauf que tu vas mourir. Mais, mais Tout va bien, tout va bien. tout va moyen bien, mais bon. Non, mais voilà, le moment est venu. Tu vois, c'est hyper serein et tout. Et le moment est venu. Et de quoi tu serais le plus fier lorsque le moment est venu et que tout va bien, mais voilà. De quoi tu serais le plus fier en te retournant sur ta vie, en fait, de... Ah bah alors pour le coup, c'est pas du tout des choses professionnelles de quoi je serais plus fière. La seule chose dont je pourrais être fière, c'est de m'être bien occupée des miens et d'avoir eu des relations riches et profondes et épanouies avec les personnes, avec autant de personnes que possible dont j'aurais croisé la route. C'est pas du tout des trucs en lien avec de l'accomplissement professionnel, quoi. C'est vraiment totalement à 100% et irrémédiablement au plan des relations avec avec la vie, en fait. Pas juste avec les humains, mais avec les animaux, la nature, le vivant, quoi. Voilà, donc ce serait ça. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté et interrogé. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve pour les gens qui écoutent et qui brûlent d'aller te chercher? Tu l'as dit un peu pendant l'interview, mais... Alors là, en ce moment, essentiellement sur Instagram, du coup, sur mon compte perso qui est annesolange.tardy, et sinon pour l'aquarelle, pour parler d'aquarelle botanique, sur Vivre et Créer. C'est Vivre et Créer, tout attaché. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, c'était trop bien. Merci.